Le soir où tout a commencé, personne n'a remarqué la femme qui marchait seule dans le vent glacé, serrant contre elle son panier, jusqu'au moment où les rires derrière son dos sont devenus des couteaux. Cette nuit-là, une humiliation publique l'a presque brisée. Mais ce que personne ne savait, c'est qu'un homme l'observait depuis l'ombre, un homme prêt à défier toute une ville pour elle. Et lorsque sa voix a retenti, tout a basculé. Ce qui s'est passé après, personne n'aurait osé l'imaginer. Ce n'est pas seulement une histoire, mais un secret que tu n'oublieras jamais. Veux-tu découvrir d'autres secrets de ce genre? Alors abonne-toi maintenant, sinon tu risques de manquer la prochaine vérité. Le vent coupait les joues comme une lame fine lorsque Élise Marant poussa la porte du petit magasin général. L'hiver avait recouvert la ville d'un silence dur, le genre de silence qui rend chaque pas plus lourd. Elle s'avança vers l'étagère du fond pour choisir un ruban blanc, simple mais propre, pour décorer son panier de charité. C'était tout ce qu'elle pouvait offrir cette année. Alors qu'elle comparait timidement deux morceaux de dentelle, des voix féminines s'élevèrent derrière elle. Elle ne chuchotait pas vraiment. Elle parlait juste assez bas pour prétendre qu'elle ne voulait blesser personne, et juste assez fort pour que Élise entende chaque mot. Elle prépare encore un panier, ricana l'une. Personne ne misera dessus, l'an dernier, on a dû le mettre de côté. Une veuve pareille, ça donne pas envie de dîner avec elle, tu comprends? Élise sentit ses doigts trembler autour du ruban. Elle ne se retourna pas. Cela n'aurait rien changé. Les murmures continuaient, acérés, glissant entre les rayons comme de petites aiguilles invisibles. Depuis la mort de Marc, 2 ans plus tôt, elle avait appris à marcher dans ses regards, à absorber ces mots qui collaient à la peau. Elle posa doucement les pièces de dentelle sur le comptoir, paya sans un mot, puis sortit dans la rue glacée. L'air mordant la frappa d'un coup, faisant monter une brûlure dans sa gorge. Elle inspira profondément, regarda ses mains rouges, et reprit sa marche. Le ruban dépassait de son sac, blanc comme la neige autour d'elle. La ville semblait étrangère, trop petite pour son chagrin et pourtant trop large pour accueillir sa présence. Elle marchait lentement, tentant de ne pas laisser l'humiliation s'installer complètement dans son cœur. Mais chaque pas faisait remonter un doute ancien, une question qu'elle croyait pourtant endormie. Pourquoi continuait-elle à participer à cet événement, année après année? Elle n'eut pas le temps d'y répondre. Un sanglot aigu déchira la rue, venant de derrière la boulangerie. Élise s'arrêta net. Quelqu'un pleurait. Et ce son, fragile et paniqué, perça son cœur comme rien d'autre. Élise contourna lentement la boulangerie, suivant le petit gémissement qui montait et retombait comme une vague fragile. La neige crissait sous ses bottes. Près des sacs de charbon entassés contre le mur, un garçon d'accent grave peine 5 ou 6 ans était accroupi, les mains noircies, les joues glacées de larmes. Autour de lui, le charbon avait roulé dans la neige, dessinant un cercle sombre. « Mon petit, tu es blessé ?» demanda-t-elle doucement. Le garçon secoua la tête sans oser la regarder. Il reniflait, tentant de retenir des sanglots trop grands pour lui. Sa petite écharpe était mal nouée, son manteau trop léger pour ce froid. Élise s'accroupit à hauteur de son visage et essuya délicatement la neige humide sur son front. Un cri sec retentit soudain, « Lucien! Qu'est-ce que tu fais encore? Dépêche-toi !» La mère arrivait à grands pas, crispée, la mine lasse. Elle vit Élise, puis le charbon éparpillé, et ses yeux se durcirent davantage. « Lève-toi! Tu me fais honte! Et regarde ce désordre! Tu imagines ce que ça coûte? » Le petit garçon se leva d'un bond, les épaules tremblantes. Il tenta maladroitement de ramasser le charbon, mais ses doigts gelés faisaient glisser les morceaux. Élise posa sa main sur la sienne. « Laisse, je vais t'aider. » Elle ramassa un à un les morceaux, les essuya sur sa jupe, les remit dans le sac. La mère observait, impatiente, mais ne disait plus rien. Quand tout fut rangé, Élise remit le sac dans les bras du garçon. « Voilà, c'est propre. Tu n'as rien cassé. Respire, mon ange. » Lucien la regarda avec de grands yeux brillants. Un regard qui disait merci sans un mot. Sa bouche trembla légèrement, comme s'il n'avait pas l'habitude qu'on le traite avec douceur. La mère reprit son bras, sans gratitude, sans même un signe de tête. « Allez, viens. Nous sommes en retard. » Ils s'éloignèrent, laissant derrière eux une trace de pas rapide dans la neige. Élise resta immobile un moment. Le silence retomba, mais quelque chose avait bougé en elle comme une chaleur minuscule dans un monde trop froid. Elle reprit sa marche vers chez elle. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'un regard l'avait suivie depuis le coin de la rue, un regard calme, profond, observant chacun de ses gestes. Le chemin jusqu'à sa petite maison se déroulait comme un ruban blanc au milieu des champs endormis.
Le froid mordait, mais Élise avançait avec une lenteur apaisée. L'image de Lucien restait dans son esprit, ses petites mains froides, son regard qui cherchait une douceur qu'il recevait rarement. Ce souvenir lui donnait un étrange courage, une chaleur discrète qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. En poussant la porte de son cabanon, une odeur familière l'accueillit, celle du bois rangé, du linge séché près du poêle, de la vie simple qu'elle essayait de préserver depuis la mort de Marc. La solitude pesait, mais elle ne s'effondrait plus aussi facilement qu'avant. Elle posa son sac sur la table et alluma une petite lampe à huile. La lumière vacillante éclaira les ingrédients soigneusement rangés pour son panier de charité. Farine, pommes séchées, quelques épices précieuses qu'elle utilisait rarement, une bouteille de cidre qu'elle avait gardée pour une occasion spéciale. Elle prit une grande inspiration. Malgré les moqueries, malgré les rires étouffés, elle voulait faire ce panier. Pas pour être applaudie. Pas pour être remarquée. Mais parce que, quelque part, elle tenait encore debout. Et tant qu'elle tenait debout, elle pouvait créer quelque chose de beau. Elle se mit à pétrir une pâte simple, comme Marc le lui avait appris. Elle se souvenait de ses mains chaudes guidant les siennes, de son sourire qui transformait les soirs d'hiver en instants plus doux. « Tu fais tout avec ton cœur, Élise, » lui disait-il. « C'est pour ça que tout est bon. » Ses yeux se remplirent un instant, mais les larmes ne tombèrent pas. Elle continua de travailler, les doigts agiles, concentrés, comme pour prouver qu'elle existait encore, qu'elle avait encore une place quelque part. Quand la pâte fut prête, elle la couvrit d'un linge et s'approcha de la fenêtre pour respirer un peu d'air frais. La nuit tombait déjà, profonde, silencieuse. C'est alors qu'elle aperçut quelque chose sur la neige. 2 empreintes, fraîches. Elle s'arrêtait juste devant sa fenêtre, comme si quelqu'un s'était tenu là pour l'observer longtemps. Un frisson la traversa. Elle n'était peut-être pas aussi seule qu'elle le croyait. Le soir du grand événement arriva comme un souffle glacé venu des montagnes. Élise marcha lentement vers la salle communale, le panier soigneusement enveloppé dans un tissu brodé. Ses doigts serraient la poignée pour se donner du courage. Chaque lanterne accrochée le long de la rue éclairait des morceaux de sa vie d'avant, ceux où elle marchait au bras de Marc, fière, légère, sans peur du regard des autres. Ce temps semblait appartenir à quelqu'un d'autre. Dès qu'elle franchit la porte de la salle, la chaleur, les rires et les parfums d'épices l'enveloppèrent. Les autres femmes étaient déjà réunies autour d'une grande table, leurs paniers décorés de couronnes, de rubans et d'ornements presque extravagants. Des jeunes filles riaient, des mères échangeaient des compliments, toutes tournées vers celle que tout le monde admirait. Personne ne regarda Élise entrer. Elle se plaça près du mur, l'endroit où elle se sentait le moins visible. Le bruit de la salle formait une rumeur continue qui faisait vibrer son cœur trop vite. Elle posa son panier à ses pieds et tenta de se fondre dans les ombres. Mais les voix ricanaient toujours quelque part, comme des piqûres dans l'air. L'homme chargé de l'enchère prit la parole, d'un ton chaleureux qui soulevait l'enthousiasme du public. Les premiers paniers défilèrent sous les applaudissements. 3 francs. 6 francs. 10 francs. Une jeune femme reçut même une ovation lorsque son panier atteignit 12 francs. Élise inspira. Son tour approchait. Quand l'enchérisseur prit son panier, il le souleva avec une certaine délicatesse. Mais la salle ne se tut pas. Au contraire, les conversations continuèrent, comme si son panier n'existait pas, comme si elle-même n'était qu'un élément du décor. On commence à 2 francs, annonça-t-il. Silence. Un silence différent des autres. Pas un silence d'attente. Un silence qui n'attend rien d'elle. Elle sentit ses joues chauffer. Un léger rire étouffé monta d'un groupe d'hommes au fond. Une femme chuchota, toujours la même histoire. L'enchérisseur hésita, prêt à passer au panier suivant. C'est alors qu'une voix grave résonna, claire, posée, comme une lame qui fend l'air. 30 francs. La salle entière se figea. Élise releva la tête, et son cœur manqua un battement. Il se tenait près de la porte, comme s'il avait hésité avant d'entrer. Un homme grand, solide, le visage marqué par le vent et le travail. Ses yeux gris, calmes et profonds, traversèrent la salle jusqu'à se poser sur Élise avec une assurance tranquille. Beaucoup le reconnurent immédiatement, Gabriel Lorne, le rancher solitaire qui parlait peu mais dont on savait qu'un seul mot valait toujours plus que de longues promesses. Sans se presser, il avança entre les rangées de chaises, chaque pas alourdissant le silence. L'enchérisseur, surpris, balbutia presque. « Monsieur Lorne, vous êtes certain ? C'est 3 fois la mise la plus élevée de ce soir. » « Je suis certain, » répondit Gabriel d'une voix posée. Il posa 30 francs sur la table, d'un geste sûr. Puis, sans laisser au chuchotement le temps de gonfler, il prit le panier avec précaution,
comme s'il valait bien plus que la somme déposée. La salle entière suivait chacun de ses mouvements, fascinée et dérangée à la fois. Gabriel se tourna ensuite vers Élise. Il lui offrit son bras, un geste simple, mais qui sembla ouvrir un espace d'air autour d'elle, un espace où elle pouvait respirer. Pendant une seconde, elle resta immobile, incapable de croire qu'on s'adressait à elle de cette manière. Elle posa sa main sur son bras. Une chaleur lui monta au visage. Les regards étaient fixés sur eux, mais pour la première fois depuis longtemps, elle n'en avait plus peur. Ils s'assirent à une petite table dans un coin, loin de la foule. Gabriel défit le tissu du panier et resta silencieux un moment, touché par la délicatesse des préparations. Il goûta une tranche de pain doré, et un éclat sincère illumina son regard. « C'est exceptionnel, murmura-t-il. Vous avez un talent rare, Madame Marant. Je le pense vraiment. » Élise sentit son cœur se serrer. On ne lui avait rien dit d'aussi doux depuis des années. Gabriel releva les yeux vers elle, hésitant un instant. « J'aimerais beaucoup vous revoir, si vous le permettez. » Les voix autour d'eux devinrent lointaines. Pour la première fois depuis longtemps, Élise se sentit visible. Les jours suivants, Élise tenta de reprendre sa routine, mais quelque chose dans la maison semblait différent. Le silence n'était plus aussi lourd. Chaque fois qu'elle passait devant le panier vide posé sur la commode, elle repensait aux mots de Gabriel, à son regard sincère, à la manière dont il avait tenu son bras comme si sa présence comptait réellement. Ce fut en fin d'après-midi, 3 jours plus tard, qu'on frappa à sa porte. Un coup timide, presque hésitant. Lorsqu'elle ouvrit, Gabriel se tenait là, un petit sac de farine à la main, l'air presque gêné. « Je venais vous demander un service, dit-il. »« Un service ?» répéta Élise, surprise. « Est-ce que vous pourriez m'apprendre à faire du pain ? Le mien, disons, bien moins bon que le vôtre. » Elle sentit un sourire naître malgré elle. Ce n'était pas la demande qu'elle attendait, mais elle s'écarta doucement pour le laisser entrer. Dans la cuisine modeste, Gabriel posa la farine et observa attentivement ses gestes. Il essayait de suivre, mais ses grandes mains semblaient trop lourdes pour la pâte délicate. À un moment, il appuya trop fort, et la pâte se déchira. Il afficha un air si sérieux qu'Élise ne put retenir un rire. Un vrai rire. Clair, soudain, presque oublié. Gabriel leva les yeux, surpris, puis un sourire rare adoucit son visage. « Je suppose que je ne suis pas doué, dit-il. »« Vous êtes surtout trop brutal, » répondit-elle en riant encore. « La pâte, il faut la traiter comme un enfant fragile. » Ils continuèrent ainsi, entre maladresse et petite réussite. Puis, alors que la pâte reposait près du poêle, ils parlèrent en attendant. Gabriel lui raconta la perte de sa sœur, un chagrin ancien qu'il portait encore comme une ombre. Élise parla de Marc, de sa maison devenue trop silencieuse, de la façon dont les gens l'avaient peu à peu ignoré. Gabriel l'écoutait vraiment. Sans hâte. Sans jugement. Un calme nouveau s'était installé entre eux, un calme qui ressemblait presque à une promesse. Mais lorsqu'il repartit, un voisin ayant aperçu leur échange depuis le chemin fronça les sourcils, et disparut aussitôt pour aller rapporter ce qu'il avait vu. Un souffle d'inquiétude traversa Élise. Les murmures n'allaient pas tarder à reprendre. Le lendemain matin, Élise préparait une tisane lorsqu'un coup sec retentit à la porte. Elle sursauta. Personne ne venait jamais aussitôt. Quand elle ouvrit, 3 femmes se tenaient déjà sur le seuil, leurs manteaux sombres couverts d'un peu de neige, leurs visages fermés comme si elles s'étaient préparées à un combat. « Nous devons parler » dit la première sans saluer. Élise eut à peine le temps de répondre qu'elles entraient déjà dans la petite maison, leurs bottes claquant sur le sol. Elles inspectèrent chaque détail, comme si elles cherchaient une preuve de quelque chose d'interdit. « On nous a dit que Gabriel Lorne vient ici régulièrement » lança l'une d'elles avec un sourire sec. « Une veuve, seule, qui reçoit un homme chez elle. Vous trouvez ça correct ?» Élise sentit le sang quitter son visage. « Il vient apprendre à faire du pain. Rien de plus. »« Rien de plus » répéta la plus âgée, les bras croisés. « Nous ne sommes pas naïves, Madame Marant. La ville parle. Et ce qu'elle dit n'est pas flatteur pour vous. Ni pour lui. » Les mots tombaient comme des pierres. Élise recula d'un pas, les mains tremblantes. Le poids de la honte, vieux compagnon, revenait s'installer dans sa poitrine. C'est alors que la porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Gabriel entra, les joues rougies par le froid, un sac de farine à la main. Il s'arrêta net en découvrant la scène. Son regard se durcit. « Que faites-vous ici » demanda-t-il d'une voix calme, mais glacée. Les femmes échangèrent un regard. « Nous protégeons la morale de cette ville. Ce que vous faites, inconvenant. »
Gabriel s'avança d'un pas, posant le sac près du poêle. Je viens ici pour apprendre à cuisiner. Pour partager un peu de compagnie, peut-être. Madame Maran est une femme respectable. Votre intrusion, par contre, ne l'est pas. Le silence vibra dans la pièce. Si vous avez quelque chose à dire sur son honneur, dites-le clairement. Je saurai comment répondre. Les femmes pâlirent. Aucun d'elles n'avait prévu qu'il la défende ainsi, ouvertement. Elles reculèrent, piquées, vexées, et sortirent sans un mot. La porte se referma sèchement. Élise resta debout, secouée. Elles vont rendre tout cela pire, murmura-t-elle. Gabriel la regarda longuement, adoucissant son ton. Qu'elle parle. Je sais qui vous êtes, Élise. Et je ne laisserai personne vous traiter autrement. Elle voulut le croire. Elle avait envie d'y croire. Mais au fond d'elle, une inquiétude profonde s'installait déjà. Car elle savait ce que cette ville faisait aux gens qu'elle ne comprenait pas. Et le lendemain matin, la preuve arriva, dans une enveloppe scellée. L'enveloppe attendait sur le seuil, figée dans le givre du matin. Élise la ramassa avec des doigts engourdis. Le cachet de la mairie lui serra immédiatement la gorge. Son souffle devint court. Elle rentra, referma la porte, resta immobile un instant avant d'ouvrir la lettre. Les mots lui sautèrent au visage, noirs, durs, définitifs, avis d'expulsion des limites de la commune. Pour trouble moral et comportement inapproprié. 3 jours. 3 jours pour disparaître. Elle sentit ses jambes céder et s'assit lourdement sur la chaise la plus proche. Ses mains tremblaient au point de faire bruire le papier. Elle relut la lettre encore et encore, espérant y trouver une erreur, une nuance. Mais non, la ville avait parlé. Comme toujours. Et cette fois, elle voulait la chasser. Quand la porte s'ouvrit brusquement, elle n'eut même pas la force de sursauter. Gabriel entra d'un pas trop rapide, presque essoufflé. « On m'a dit que tu avais reçu quelque chose », lança-t-il. « Est-ce vrai ?» Élise lui tendit la lettre sans un mot. Il la saisit, la lut, et son visage changea aussitôt. Colère. Injustice. Une tension dangereuse prit place dans ses épaules. « Ils n'ont pas le droit », dit-il d'une voix grave. « C'est insensé. » Élise baissa les yeux. « Ils ont le droit, et ils savent que je n'ai pas les moyens de me défendre. Tu vois, Gabriel, je suis juste la veuve qu'on tolère de loin. Une fois de plus, la ville a décidé que je ne valais pas la peine qu'on me garde. » Il s'accroupit devant elle. « Tu viendras chez moi. Là-bas, ils ne pourront rien faire. » Elle secoua doucement la tête, les larmes montant. « Et ruiner ta réputation ? Faire croire que j'ai provoqué tout ça ? Non, je ne te ferai pas payer le prix de ma présence. Je ne veux pas être un poids. » Gabriel frappa du poing contre le sol, pas fort, mais assez pour laisser échapper sa douleur. « Quel prix, Élise ? Ma maison est vide. Ma vie est vide. Et toi, tu y as mis de la lumière. Tu comptes pour moi. » Elle détourna le regard. Sa poitrine se serrait. « Ce que je veux, c'est ne plus être une honte pour personne. » Il resta figé quelques secondes, comme s'il cherchait une réponse qu'il n'avait jamais donnée à personne. Puis, lentement, il se mit à genoux devant elle. Ses yeux étaient brillants, mais sa voix, elle, était sûre. « Alors laisse-moi te poser une question à laquelle tu ne pourras pas fuir, Élise. Veux-tu devenir ma femme ?» La pièce entière sembla retenir son souffle. Les mots de Gabriel restèrent suspendus dans l'air, comme une flamme fragile que rien n'osait encore souffler. Élise posa une main sur sa bouche, incapable de répondre. Personne ne lui avait jamais demandé quelque chose d'aussi grand, d'aussi lourd, d'aussi tendre. Elle chercha son souffle, sentit son cœur cogner contre ses côtes. « Gabriel, tu ne comprends pas. Ils te détesteront. Ils te tourneront le dos. »« Ils le font déjà, » répondit-il doucement. « La seule différence, c'est que je n'ai plus l'intention de vivre selon leurs règles. » Elle ferma les yeux. La peur, la honte, la tendresse, tout se mélangeait. Puis une vérité simple, irréfutable, se fraya un chemin, elle ne voulait pas vivre loin de lui. Ni recommencer ailleurs une existence vide. Ni continuer à se laisser effacer. « Oui, » murmura-t-elle enfin. « Oui, je veux. » Gabriel inspira profondément, comme si ces mots le ramenaient à la vie. 2 jours plus tard, ils se retrouvèrent devant la petite chapelle en bois, à la sortie de la ville, là où les autorités n'avaient plus pouvoir d'intervenir. Élise portait une robe claire qu'elle avait raccommodée toute la nuit. Ses mains tremblaient autour d'un bouquet de branches de sapin. Gabriel se tenait à l'autel, droit, les yeux brillants d'une impatience douce. Mais alors qu'elle avançait dans l'allée, les portes de la chapelle s'ouvrirent brusquement.
3 figures sombres entrèrent, le maire, le banquier, et la femme qui menait les accusations. Leurs visages étaient durs, fermés, chargés d'un orgueil blessé. « Cette cérémonie ne peut pas avoir lieu, » lança le maire. « Elle est sous avis d'expulsion. Elle n'a aucun droit d'être ici. » La voix du pasteur trembla légèrement. « Je ne peux pas. » Gabrielle descendit l'allée, les pas lents mais lourds de détermination. « Elle n'est plus sous aucun avis. Dans 10 minutes, elle sera ma femme. Et elle vivra sur mes terres, hors de votre juridiction. » Le banquier s'avança, menaçant. « Vous perdrez tout. Vos prêts, vos contrats. Vous serez ruiné. » Gabrielle s'arrêta. « J'y ai pensé. Et pourtant, je suis là. Parce qu'il y a des vies plus importantes que l'argent, plus importantes que l'opinion de ceux qui jugent sans connaître. » Il prit la main d'Élise. « Elle, je la choisis. Aujourd'hui. Demain. Toujours. » Le silence se fit, brutal. Les autorités, déstabilisées par la force dans sa voix, reculèrent lentement puis quittèrent la chapelle, incapables d'imposer leur loi. Quand les portes se refermèrent, Élise sentit enfin son cœur se libérer. Pour la première fois depuis des années, elle avança sans baisser les yeux. Et, devant les témoins surpris, les 2 mains serrées l'une dans l'autre, les vœux commencèrent. Un an passa comme un souffle, un de ces souffles qui transforment tout sans qu'on s'en rende compte. Le village avait changé, un peu. Les regards durcis s'étaient faits plus silencieux, parfois même plus hésitants. Les langues les plus acérées avaient perdu de leur force. Et Élise, elle, avançait désormais avec une lente assurance, comme si chaque pas était un choix, non plus une excuse. Ce soir-là, la salle communale brillait pour la fête d'hiver. Les lanternes suspendues diffusaient une lumière dorée, douce comme un souvenir heureux. Élise franchit la porte au bras de Gabrielle, son ventre arrondi sous sa robe vert profond. La pièce se figea un instant. Puis un murmure d'admiration parcourut les rangs, léger comme une caresse. Elle n'avait jamais été aussi belle. Ou peut-être qu'elle n'avait jamais été aussi elle-même. Quelques femmes sourirent timidement. Un homme inclina la tête en passant. Même ceux qui l'avaient jadis ignoré n'osaient plus détourner les yeux. Non par peur, mais parce qu'il était devenu impossible de ne pas voir la lumière qu'elle dégageait. Lorsque vint le moment des enchères, son panier fut présenté. Il était garni de pain doré, de confiture maison, d'un petit flacon de sirop d'hiver qu'elle avait mis des semaines à préparer. À peine l'enchérisseur ouvrit la bouche que Gabrielle leva la main. 50 francs. Un éclat de rire parcourut la salle. Élise secoua doucement la tête. Gabrielle, tu peux manger tout ça gratuitement. Il sourit, les yeux brillants d'un amour tranquille. Je sais. Mais c'est devenu une tradition. Et une tradition heureuse mérite d'être honorée. Les applaudissements furent sincères, chaleureux, presque familiaux. Élise sentit une larme glisser sur sa joue. Pas de tristesse cette fois. De gratitude. De certitude. Elle n'avait plus à prouver sa valeur. Elle la portait dans son cœur, dans le regard de Gabrielle, dans la vie qui grandissait en elle. Au milieu des rires et de la musique, elle se pencha vers lui. « Merci de m'avoir vu quand personne ne regardait. » Il posa sa main sur la sienne. « Tu as toujours brillé, Élise. Je n'ai fait que ouvrir les yeux. » Et dans cette salle réchauffée par la joie, elle sut qu'elle avait trouvé sa place. Pas grâce aux autres. Grâce à l'amour qu'elle avait laissé entrer. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner, aimer la vidéo, et dites-moi de quelle ville vous me regardez. Si cette histoire t'a touché, si tu as ressenti ce frisson au moment où tout a basculé pour Élise, alors ne pars pas sans agir. Des histoires comme celle-ci, des vérités qu'on cache, des secrets qu'on chuchote, j'en raconte souvent. Et la prochaine pourrait te bouleverser encore plus que celle-ci. Alors abonne-toi maintenant, avant que la prochaine vérité ne disparaisse dans le vent. Et dis-moi, de quelle ville tu me regardes? Je veux savoir d'où viennent ceux qui ressentent encore la force de ces histoires.